Merci. Les recherches génétiques, je voudrais tout d'abord, ça va pas, vous dire que je veux les entrevoir dans un ensemble plus large qui est celui de la biodiversité. Et je pense que ça vaut la peine, quand on parle de biodiversité, de penser aux ressources génétiques et réciproquement. Alors la biodiversité ou les ressources génétiques, on les présente souvent en montrant des photos. Alors, en montrant des photos d'êtres vivants aussi agréables que possible, de façon à inciter les gens à s'en préoccuper. Euh, alors ça a deux défauts pour moi, cette manière de présenter les choses. Le premier, c'est que d'abord c'est vaguement manipulatoire, parce qu'au fond on pourrait très bien imaginer montrer tout à fait d'autres types d'organismes, et ça donnerait une toute autre allure à la biodiversité, bien sûr. Mais c'est pas le pire au fond. Le pire, c'est sans doute le fait que ça donne de la biodiversité une image de collection de timbres, une image fixe. Et je pense que ça, c'est grave. Je pense que c'est grave et que ça aboutit à des erreurs concrètes sur la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de la diversité du vivant. Alors, la diversité du vivant, bien sûr, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour la voir, pour la reconnaître. Il n'y a même pas besoin d'être un homo sapiens. Mon chat reconnaît très bien un chien d'une souris, et donc il a certainement un concept d'espèce quelque part dans le crâne. Mais une fois qu'on a dit qu'il y avait des espèces, eh ben, la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait est une question difficile. Et pendant longtemps, on a pensé que les espèces étaient des catégories de formes, mais que les individus pouvaient passer d'une forme à l'autre. Hein. J'aime présenter cette image donc d'un arbre qu'on trouve dans quasiment tous les traités de botanique du XVIIe siècle. Un arbre dont les feuilles tombent dans l'eau et se transforment en poisson, et dont d'autres feuilles tombent sur terre et se transforment en oiseaux. Ces échanges comme ça, tous azimuts, existaient d'ailleurs aussi concernant l'homme. On connaît tous l'histoire des hommes qui se transforment en loups la nuit. On sait que dès qu'on a l'inventeur du microscope, après avoir inventé le microscope, a immédiatement découvert ses propres spermatozoïdes, et immédiatement on a dessiné ce petit bonhomme dans le spermatozoïde, prêt à grandir dans la mer. J'insiste toujours un peu sur cette histoire parce qu'elle est importante, elle fait partie d'un vaste ensemble de mythes qui ont été travaillés par les anthropologues, qui ont montré, les anthropologues femmes, qui ont montré que dans toutes les cultures, les mythes servent à redonner à l'homme la prééminence dans la production des descendants, alors qu'il est évident à première vue que c'est plutôt les femmes qui font les enfants. Vous voyez ici, eh bien, typiquement, on va dire que le papa produit une petite graine qu'il va mettre dans l'ordre de la maman. Il y a encore des irresponsables qui racontent ça aux enfants. Il faut arrêter. Vous êtes botaniste, vous savez que la graine, c'est la production de l'organe femelle. Donc, c'est certainement pas le mâle qui fabrique une graine. Et donc, mais vous voyez que malheureusement, ça donne une image où c'est le père qui fabrique la graine et la mère est un terreau plus ou moins fertile dans lequel germera la graine en question. Alors, à l'époque, on prenait ça très au sérieux, puisque si la graine ne tombait pas dans une femme mais dans la terre, eh bien, ça donnait un être hybride, une mandragore, hein, qui était donc une plante à moitié humaine. Tout ça pour dire que la vision de la diversité, ben, elle peut être mobile, elle peut être fixe, elle peut prendre des formes très différentes. Et au XVIIIe siècle, on va rejeter l'idée qu'il y a des métamorphoses entre espèces. Et donc, on ne va plus accepter que les métamorphoses dans l'espèce. Seulement, le problème, c'est que donc on va décider que cette chenille se métamorphosant dans ce papillon, cette chenille et ce papillon font partie de la même espèce. Vous voyez que la difficulté, c'est que l'espèce ne peut plus être définie par la forme, hein, puisque cette chenille et ce papillon se ressemblent quand même pas terriblement. Hein. Donc, à partir du moment où on fait ça, où on décide que les métamorphoses ne se font pas entre espèces, on doit changer le concept d'espèce. L'espèce n'est plus définie par sa forme, mais par un engendrement, hein, des formes les unes par les autres au cours du temps. Donc, la façon dont on va commencer à regarder la diversité à partir du XVIIIe nécessairement prend en compte une certaine dose de temporalité, peut être une simple photo. Et on va avoir l'apogée donc de cette vision du monde avec Linné, qui va définir une classification fondée sur les espèces regroupées en genre, en ordre, enfin en famille, en ordre, en classe, et puis sous l'espèce, les sous-espèces et les variétés. Et Linné va faire ça sur une base théorique extrêmement claire. Et je tiens à insister. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à toute la salle. Non. J'ai des vieux réflexes d'enseignant, tu sais.
Donc, toutes les espèces, nous dit Linné, tiennent leur origine de leur souche en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. C'est sur cette base qu'a été fondée la classification des êtres vivants. Et cette base, elle nous dit quoi? Elle nous dit que ce sont les espèces qui ont été créées, pas les individus. Et que ce qui a été créé est éternel et immuable. Le monde que nous propose Linné est un monde parfaitement stable. Il a été créé une fois pour toutes et il ne bouge plus. La vision de la diversité dans un monde comme celui-là est très différente de la vision qu'on va essayer d'avoir, nous, évolutionnistes. Si j'ai pris ce long temps pour vous parler de ces questions-là au début, c'est que je crains que nous soyons encore terriblement influencés par cette vision du monde. Alors on peut discuter de savoir si c'est pour des raisons religieuses que la Genèse continue à imprimer notre société si profondément, ou pour des raisons tactiques ou tout ce qu'on voudra, mais la vision d'un monde stable, d'un monde qui ne bouge pas, est une vision qui malheureusement est encore extrêmement présente. Alors dans ce cas-là, bien sûr il peut y avoir des accidents, il faut pouvoir sauver la diversité, mais pour sauver la biodiversité, eh bien la recette est donnée dans la Bible. Vous prenez un couple de chaque espèce et vous les mettez dans un bateau et tout le monde va être sauvé. Alors on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Si vous prenez juste un couple, eh bien, il va y avoir de la consanguinité, ça ne marchera pas. C'est intéressant parce que du coup, les gens qui s'occupent de conservation se sont mis à s'intéresser à la diversité à l'intérieur de l'espèce, non pas en tant qu'elle-même, mais en tant qu'elle est nécessaire au maintien de l'espèce. Il y a des élèves extrêmement dissipés dans cette salle, je vais dire. Bien. La vision de la nature qui va avec tout ça va considérablement évoluer, elle aussi, au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, avec d'un côté des gens comme Rousseau qui disent que la nature est bonne, et la nature humaine est bonne, par ailleurs, ça va avec. Et puis, Bernardin de Saint-Pierre, même, qui nous dit que la nature est tellement bonne qu'elle a tout fait pour que les hommes soient heureux. Vous vous rendez compte, un melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille, affirme-t-il. La citrouille étant plus grosse peut être mangée que les voisins. Donc vous voyez que, à quel point la nature prend soin de notre bonheur. Mais en même temps, au XVIIIe siècle, va apparaître l'idée de progrès et l'idée d'un monde qui doit bouger, et qui doit bouger pour améliorer, pour rendre mieux, pour mieux répondre aux attentes des humains. Et l'exemple que je voudrais prendre sur ce sujet, c'est Buffon. Buffon, qui non seulement était le directeur du Jardin du Roi pendant tout le XVIIIe siècle presque, il a eu la chance de mourir en 1788, mais qui en plus était un industriel qui possédait des forges à Montbard et qui lui a une vision extrêmement négative de la nature sauvage. Il écrit dans un texte qui s'appelle « De la nature », « Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé, dans toutes les parties élevées des arbres sans écorce et sans cimes, courbés, tombus, rompantes, vétustés. La nature qui partout ailleurs brille par sa jeunesse paraît ici dans sa décrépitude. Elle n'offre qu'un espace encombré traversé de vieux arbres chargés de plantes parasites, de lichens agariques, fruits impurs de la corruption. » Désolé pour ceux qui aiment ça. Ça, c'est pour le haut. Dans la partie basse, des eaux mortes et croupissantes qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Et entre les marais infects qui occupent les lieux bas et les forêts décrépites qui y a en haut, les mauvaises herbes surmontent et étouffent les bonnes. L'homme qui vit là-dedans dit « La nature brute est hideuse et mourante ». La nature brute est hideuse et mourante. C'est moi seul qui peut la rendre agréable et vivante. Desséchons les marais, animons les eaux mortes, mettons le feu à cette bourse superflue, à ces vieilles forêts. Achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar dont le crapaud composait son venin, une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée, etc. Je trouve très intéressant de comparer Rousseau et Buffon parce qu'en fait, cette différence qui naît vraiment dans le siècle des Lumières, eh bien, elle est toujours là. Et on n'arrête pas de la voir. Moi, je suis effaré de voir le nombre de textes disant d'un côté que tout ce qui est naturel est bon, et de l'autre que tout ce qui est naturel est mauvais. Il n'y a qu'à, si vous voulez voir un truc où tout ce qui est naturel est mauvais, regardez la pétition qui a été faite à propos de l'affaire Serralini sur le site du CNRS par des chercheurs du CNRS qui parlent d'une sacralisation de la nature pour dire que dès que c'est naturel, ça ne va pas. Donc, nous sommes encore dans cette dualité absolument incroyable. Il n'y a à peu près aucun progrès sur ce sujet. Alors évidemment, on a quand même découvert que tout ce qui était naturel ne se passait pas dans la joie et la bonne humeur. Hein,
Donc Cuvier a découvert que les espèces s'éteignaient. Bon, déjà, c'est pas aussi. Et donc on en arrive à Darwin qui va nous proposer l'idée de sélection naturelle. Et Darwin qui va donc sortir complètement du cadre de l'espèce tel qu'on vient de le définir, en proposant une idée dans laquelle c'est les différences entre individus, c'est les différences intraspécifiques qui sont à l'origine de toute la diversité, différences qui permettent la sélection naturelle, avec donc ce triptyque, la reproduction, les variations, le tri. Darwin va étudier ça dans l'origine des espèces, bien sûr, il va présenter cette hypothèse, et comme l'a déjà dit, comme ça a déjà été dit d'ailleurs, l'étude des animaux et des plantes sous la domestication va venir étayer le fonctionnement de cette diversité décrite par Darwin et de cette sélection agissant sur la diversité selon Darwin. Alors, du coup, ça change considérablement le point de vue qu'on peut avoir, et Darwin va décrire ce phénomène avec un schéma que je vous engage à charger sur le web, il est facile à trouver, c'est la seule figure de l'origine des espèces. Ce schéma décrit la façon dont la biodiversité, et dont la diversité en général, se fait en biologie. Je n'ai pas le temps de le détailler, je vais juste prendre 2 points importants. Premièrement, donc le temps va de bas en haut, ça c'est une manie de géologue. Il y a des lignées qui ne bougent pas. Alors, et attention, parce que ce schéma, donc, le temps va de bas en haut, on pourrait croire, mais il ne faut pas se laisser abuser par les représentations. Oups là, pardon. Je voudrais que vous reteniez bien que ceci n'est pas une phylogénie. Une phylogénie, ce sont des lignes qui relient des êtres parce qu'ils sont apparentés les uns aux autres, mais cette phylogénie, par exemple historique de Woose, eh bien, les distances entre les lignes n'ont pas de sens. Elle ne nous dit rien. Ce n'est pas parce que ces 2 lignes-là sont plus près ou plus loin que ces 2-là que ça veut dire quoi que ce soit. Dans le schéma de Darwin, la dimension horizontale désigne une différence morpho-écologique. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce schéma? Eh bien, à partir d'une forme donnée, en apparaissent constamment de nouvelles. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais il y a des petits traits qui apparaissent tout le temps. Et la plupart de ces lignées s'éteignent. L'extinction est un phénomène normal dans le cadre du fonctionnement de la biodiversité. Premier point sur lequel je vais insister. Mais cette extinction est compensée par le fait que celles qui ne s'éteignent pas ont tendance à se différencier pour une bonne raison, c'est que celles qui ne s'éteignent pas, c'est plutôt celles qui sont le moins en compétition les unes avec les autres, donc celles qui sont le plus distantes, puisque l'axe horizontal, c'est un axe écologique. Donc le schéma que Darwin nous propose, c'est un schéma dans lequel il y a différenciation grâce à la sélection due aux extinctions des lignées. L'extinction n'est pas l'ennemi de la biodiversité. Alors, pour reprendre la formule de Jean-Claude Amezen qui a dit que la mort cellulaire sculptait nos doigts, et il a parlé de sculpture du vivant, je dirais que les extinctions sculptent la biodiversité. S'il n'y avait pas d'extinction, c'est difficile à imaginer, mais il y aurait tous les intermédiaires entre toutes les formes. Il y aurait un magma d'êtres vivants, il n'y aurait absolument pas cette diversité structurée que nous connaissons. Donc l'extinction n'est pas en elle-même l'ennemi de la diversité, mais elle en fait partie, et elle doit a priori s'équilibrer avec la divergence des lignées. Évidemment, tout ça veut dire que les lignes que nous représentons là, eh bien, elles représentent donc des populations qui se différencient progressivement, et qu'il y a un moment où on va commencer à appeler de lignes des espèces. Même on va les appeler des variétés avant, puis après on les appellera des espèces, et puis après des genres et tout ce qu'on voudra. Et Darwin insiste là-dessus. Il dit jusqu'à présent, on n'a pas pu tracer une ligne de démarcation entre les espèces et les sous-espèces. On n'a pas non plus réussi à faire une ligne de démarcation entre les sous-espèces et les variétés fortement accusées, ou entre les variétés, décidément à peine sensibles, et les différences individuelles. Ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles constituant une véritable série. Darwin va donc rejeter l'idée que pour comprendre la diversité, il faut se focaliser sur un niveau taxonomique particulier, le niveau de l'espèce. Il n'y a aucune discontinuité entre les variétés, les sous-espèces et les espèces. Darwin, pour faire comprendre ça, donc, aurait besoin, pour qu'on comprenne son schéma, aurait besoin qu'on comprenne qu'au fond, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, on va appeler ces 2 lignées des espèces, mais à quel moment ça ne peut être qu'arbitraire.
Dans la conclusion de son livre, Darwin dit que le jour où on aura compris son œuvre, eh bien, les systématiciens ne se chamailleront plus pour discuter de savoir qu'est-ce qui est une espèce ou une sous-espèce, puisqu'ils sauront tous très bien que c'est parfaitement arbitraire et qu'il n'y a aucun intérêt à se bagarrer là-dessus. Ce temps n'est pas encore advenu. Et Darwin, d'ailleurs, dès 1860, un an après la publication de l'origine des espèces, écrit cette phrase terrible à un de ses amis. Il écrit « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Je suis content qu'il emploie le mot bigote, là, parce que je pense qu'effectivement, il y a un vrai côté religieux dans certaines visions de l'espèce. Quand on regarde ce qui se passe sur la biodiversité, tout le temps on tombe sur l'espèce en premier, des tas d'autres petits machins. Et puis les gens qui essayent de faire bien, ils disent oui, il y a la diversité entre espèces, et puis la diversité dans l'espèce, comme si c'était une autre diversité. Mais non, regardez le schéma. Alors les espèces, elles sont censées pas se croiser entre elles. Et alors ça, c'est un truc désagréable, parce qu'elles n'arrêtent pas de faire des choses qu'on ne voudrait pas qu'elles fassent. Vous savez comme moi que les ânes, les chevaux, les zèbres, etc., on peut obtenir des tas d'hybrides. Mais alors, là, j'aime l'aspect religieux, c'est là que je ne vois plus se ressortir. Ah, il y a des hybrides. Oui, mais ils sont stériles. Et alors, c'est génial parce que, bien sûr qu'ils ne sont pas tous stériles. Il y a des mulets qui sont parfaitement fertiles, mais on ne les laisse pas se reproduire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un descendant de mulet? Et là où j'ai trouvé ça le plus extraordinaire, c'est quand on a appris il y a quelque temps que les lions et les tigres faisaient des petits ensemble, dans les eaux, quand ils n'ont rien d'autre à faire. Bon. Et alors, on a eu des tigrons. Et l'aspect religieux est sorti immédiatement parce que j'ai entendu des tas de gens dire « Oui, mais ils sont stériles. » Ils n'en savaient rien, comment ils pouvaient le savoir, c'est des petits. Et en fait, ils ne sont pas stériles. Je suis désolé, ils ne sont pas stériles du tout. On a la 3e génération, ça y est, elle est faite. Bon. Donc, vous voyez cet aspect religieux, je le trouve très intéressant. Parce que, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre vision de la diversité, elle est encore terriblement empreinte d'une vision très ancienne. Bon, je passe là-dessus. Et même des gens qui croient dire un truc tout à fait évolutif, j'entends dire l'évolution a créé progressivement les différentes espèces et puis à la fin, elle a créé l'homme. Mais pas du tout, je suis désolé de vous décevoir, mais la dernière espèce qu'on a vue apparaître sur Terre, à ma connaissance, c'est le moustique du métro londonien. Donc, il est apparu longtemps après nous, et de toute façon, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, c'est pas parce que c'est le dernier que c'est le meilleur. Donc cette vision, vous voyez, d'une création qui aurait été faite comme ça, puis qui serait bien, eh ben, elle est terriblement forte, et c'est là que je vais maintenant en arriver, c'est qu'en fait, je retrouve la même chez les gens qui s'occupent de ressources génétiques que chez les gens qui s'occupent de conservation des espèces. Tout se passe comme si dans ce genre de vision créationniste, crypto-créationniste, je dirais, eh bien, on remplaçait le créateur par l'évolution et la sélection naturelle, mais on présentait les choses de la même façon. C'est-à-dire, voilà, oui, le créateur, non pas le créateur, la sélection naturelle a fabriqué les espèces, et maintenant elles sont là, et c'est une donnée, et il n'y a plus à y toucher. Et elles ne bougent plus. Et l'évolution, elle est finie puisqu'on est là. Et ça, c'est un problème grave. Pour les variétés, c'est un peu la même chose. On a un peu l'impression que la diversité, alors cette diversité-là, Marc-André vous a montré tout à l'heure que le fait de domestiquer les plantes et se mettre à devenir granivore, ça pouvait être un petit peu mauvais pour la santé. Mais en revanche, il y a un truc qu'on a bien fait, quand on a domestiqué les plantes, ça a été de mettre en œuvre un système de sélection qui reproduisait le même système que ce que Darwin raconte là. Qu'est-ce qui se passe dans ce schéma? Comme je vous l'ai dit, il y a des extinctions, mais il y a des divergences, et les divergences compensent les extinctions. C'est-à-dire que nous sommes dans un schéma qui montre un équilibre dynamique. Nous ne sommes pas dans une situation stable. La biodiversité d'aujourd'hui, c'est celle qui est là. Mais si j'étais venu hier, j'aurais trouvé celle-là, et il y a quelques générations, j'aurais trouvé celle-là qui était quand même franchement différente. Donc la biodiversité n'est pas stable, il n'y a pas de stabilité, ou plus exactement, s'il y a quelque chose de stable dans la biodiversité,
eh bien, c'est une stabilité dynamique, une stabilité liée au fait que constamment il y a des extinctions et constamment il y a des divergences qui compensent ces extinctions. La stabilité de la biodiversité, ce n'est pas la stabilité d'un objet posé comme ça sur un plan et qui, si on le bouge un peu, revient. C'est la stabilité d'un vélo qui ne tient que parce que... Oui, donc c'est pas ça, hein, qui ne tient que parce qu'il bouge. Et évidemment, c'est très différent la stabilité d'un vélo et celui d'une statue. Un vélo, ça tient parce que, justement, ça peut pencher un peu d'un côté ou ça peut pencher un peu de l'autre, mais il faut toujours qu'il y ait des forces qui ramènent dans la dynamique l'objet dans une situation d'équilibre. Donc, je vous parle d'équilibre, mais pas de stabilité. On est tellement habitué à confondre équilibre et stabilité que j'insiste sur ce point. Le vélo est en équilibre, il n'est pas stable, il est en équilibre dynamique. C'est la compensation entre les différentes forces qui le maintient en équilibre. Et évidemment, ce qu'il ne faut pas faire quand il y a un équilibre dynamique, si on veut le maintenir, c'est quoi? Ben, c'est l'arrêter. Si vous l'arrêtez brutalement, eh bien, là, c'est là que ça chute. Donc, alors des systèmes en équilibre dynamique, on en connaît plein. Hein. Un avion, c'est en équilibre dynamique. Une planète autour d'une étoile ou un satellite autour d'une planète. Et même notre corps. Nous sommes tous bien conscients du fait que notre corps est en équilibre dynamique avec le milieu. Hein. Nous savons très bien que c'est parce que nous mangeons, que nous excrétons, que nous respirons, etc., que nous nous maintenons. Si quelqu'un vous disait « je tiens à toi, je veux absolument te conserver, je vais te mettre au frigo », vous ne seriez pas d'accord. Hein. Vous auriez une sensation interne qui vous dirait « non, non, c'est pas ça ». Eh bien, ne faites pas ça à la biodiversité. D'accord? Ne faites pas ça aux ressources génétiques. Alors, même les physiciens ont compris ça. Hein. Einstein a dit que la vie, c'était comme une bicyclette et qu'il fallait avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Même les physiciens ont compris ça, que les biologistes le comprennent vite. Arrêtons de croire qu'en mettant la diversité des formes vivantes au frigo, on la conserve. On ne la conserve pas, on la congèle, c'est pas la même chose. Et la question de savoir comment on va pouvoir s'en servir après devient très importante. Bien sûr, je ne vous dis pas que ça ne sert à rien de mettre des graines au frigo. Ça sert à quelque chose si, en parallèle, on remet la dynamique en question en route. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est à une perte de la diversité globale. Et maintenant, on va revenir spécifiquement aux ressources génétiques. Depuis les années 60, tout le monde se préoccupe de l'érosion des ressources génétiques. Et c'est normal, parce que le mécanisme, là, eh bien, on l'a cassé. Et on l'a cassé, je pense, de façon absolument inconsciente. Ce mécanisme-là, Darwin insistait sur le fait qu'il fonctionnait merveilleusement bien grâce au fait qu'à chaque instant, la nature scrutait sur l'ensemble des êtres vivants les nouveautés qui pouvaient apparaître et qui allaient pouvoir donner naissance à des formes nouvelles par sélection. Et que l'immense pouvoir de la sélection naturelle venait d'un nombre immense d'organismes soumis à sélection en permanence. Pendant toute la période qui allait du néolithique au début du XXe siècle, eh bien, les cultures ont fonctionné comme ça. Et on a sélectionné sur de très grands nombres d'organismes, constamment, des variétés qui devenaient de plus en plus différentes les unes des autres. Et on a fait exactement ce qu'il faut pour que ce système marche, c'est-à-dire que non seulement on a sélectionné des variétés, mais en plus, eh bien, on a redonné régulièrement à chaque variété la possibilité de maintenir son pouvoir évolutif en échangeant quelques graines avec les voisins et en recommençant la sélection sur cette diversité constamment maintenue. La diversité des plantes cultivées n'est dynamique qu'à condition de fonctionner dans ce schéma-là. Or, certainement, quand je le disais de façon tout à fait inconsciente, au début du XXe siècle, nous avons cassé ce mécanisme. Nous l'avons cassé pourquoi? Parce que, pour des raisons parfaitement compréhensibles, les agriculteurs ont décidé d'arrêter de reproduire leurs plantes, mais de laisser un groupe parmi eux, les semenciers, reproduire les plantes, les agriculteurs ne devenant plus que des exploitants qui sèment et qui ensuite vendent leurs grains à la meunerie, à tout ce que vous voudrez, mais les plantes en question ne se reproduisant plus. L'immense diversité des plantes sur lesquelles peut agir la sélection s'est réduite comme peau de chagrin. Elle s'est réduite au fur et à mesure que le nombre d'entreprises de sélection diminuait
Et avec la concentration de ces entreprises, on en arrive aujourd'hui à une situation catastrophique où la plupart de ces entreprises, où quelques entreprises possèdent presque tout, et où la diversité ne se fabrique quasiment plus dans nos champs. Alors, donc du néolithique à aujourd'hui, eh bien, il y a eu toute une longue histoire qui a fabriqué de la diversité. C'était une agriculture relativement pénible, hein. Et aujourd'hui, il existe encore des systèmes qui produisent de la diversité dans les systèmes agricoles, mais ils deviennent de plus en plus rares parce que notre agriculture occidentale, productiviste, est en train de prendre le dessus au niveau mondial. Évidemment, la diversité dans les systèmes qui produisent encore de la diversité, elle vient de la diversité écologique des champs et de la diversité des cultivateurs qui vont chacun avoir ses critères pour sélectionner. Alors, à ça, qu'est-ce qu'on a substitué? On a substitué des champs d'une terrible homogénéité, de manière à pouvoir mécaniser, de manière à pouvoir économiser du travail dans l'agriculture. Plus l'agriculture a progressé, plus les rendements ont augmenté à l'hectare à certains points de vue, mais surtout à l'heure de travail. Aujourd'hui, on en est à un moment où, effectivement, il devient possible de faire énormément de travail, de production, avec très très peu de travail. Le malheur, c'est que cette méthode conduit à une homogénéité quasi totale des cultures sur des millions d'hectares, chaque variété devant être homogène et chaque variété devant être cultivée sur la plus grande surface possible. Eh bien, si on veut que les ressources génétiques puissent revivre, si on veut qu'elles redémarrent, si on veut que le schéma darwinien reprenne dans les ressources génétiques, eh bien, il est absolument nécessaire d'arrêter cette manière-là de faire de l'agriculture. Et malheureusement, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile parce que, bien sûr, les semenciers font leur travail, et leur travail, c'est de faire vivre leurs entreprises. Et pour ça, eh bien, ils ont intérêt à ce que chacune de leurs variétés se vende le plus possible et à ce que personne ne puisse ressemer ce qu'ils ont produit. L'une des conséquences qui me semble catastrophique du point de vue des ressources génétiques, eh bien, c'est qu'on est en train de développer de plus en plus des brevets sur les gènes. Ces brevets ont l'horrible défaut d'être non seulement protecteurs de la variété elle-même, mais, et on l'a vu dans le cadre de ce procès qui s'est déroulé au Canada, mais il y en a eu d'autres depuis, eh bien, un agriculteur qui ressème ses propres semences contaminées par des gènes brevetés venant des entreprises voisines, des exploitations voisines, va voir progressivement la proportion de gènes brevetés dans ses propres semences augmenter. Et donc, il va pouvoir être condamné. Donc, vous savez que cet agriculteur qui s'appelle Percy Schmeiser a été condamné, n'a plus le droit de semer ses semences parce qu'on a trouvé les gènes brevetés de Monsanto à l'intérieur, bien qu'il ait été reconnu dans le procès qu'il n'était pas allé chercher les gènes chez le voisin. Et que ces gènes étaient venus d'eux-mêmes. Eh bien, on voit. Alors, que va-t-il se passer avec les maïs traditionnels mexicains, dont on sait qu'ils sont de plus en plus contaminés par des transgènes nord-américains, même si le Mexique est en train de prendre des lois contre ça, hein. Que va-t-il se passer? On voit que, à partir de cette histoire, l'intérêt numéro 1 du brevet, c'est pas seulement de protéger la plante qui a été produite par l'entreprise, c'est de s'octroyer une hégémonie totale sur l'espèce. Les entreprises qui brevettent des gènes sont en train actuellement de s'approprier toutes les ressources génétiques de la planète. Elles s'approprient les ressources génétiques de la planète et le résultat, c'est qu'il va y avoir encore de moins en moins de diversité. Que le processus de fabrication de diversité ne marche absolument plus. Alors, si vous voulez, on discutera des brevets, mais aujourd'hui, il y a des brevets qui sont attaqués, mais qui viennent d'être passés quand même sur des choses délirantes, puisqu'il s'agit même de gènes natifs. Maintenant, c'est même plus des OGM. Quand on fait de la sélection assistée par marqueur, on peut s'en servir pour breveter. Eh bien, ce processus est en train de tuer non seulement les ressources génétiques existantes, mais de tuer toute possibilité qu'on refabrique de la diversité. Puisque si les agriculteurs se donnent le mal de ressemer une partie de leurs semences de manière à préserver la diversité, à remettre en route le moteur de la diversité, eh bien, ils seront condamnés dès lors qu'ils seront contaminés par le champ du voisin. Et alors on nous dit, oui, mais vous inquiétez pas, le champ du voisin ne contaminera jamais à plus que 0,9%. Mais ça, c'est sur une génération. Mais si je recèle mes graines chaque année et que chaque année mon voisin me contamine, eh bien je pourrais atteindre n'importe quel taux. Donc nous sommes en train
de passer des lois et de laisser faire, si vous voulez, avec l'histoire du brevet, des choses qui sont absolument l'inverse de ce qu'il faut pour maintenir la biodiversité des plantes cultivées. C'est d'une véritable guerre des semences qu'il s'agit. Et bien sûr, même les protagonistes principaux de cette guerre sont au courant qu'il y a un problème avec cette pratique, et vous inquiétez pas, ils ont trouvé la solution. Lancé largement par Bill Gates, qui est le premier actionnaire de Monsanto, eh bien, a été fabriqué, vous ne saviez pas, bah ouais, c'est pour ça qu'il s'occupe tellement d'agriculture, a été fabriquée la sauvegarde totale de la biodiversité des espèces cultivées. Dans le Svalbard, une île de Norvège, constamment gelée, on a creusé un frigo souterrain. Alors, ce n'est pas vraiment un frigo, hein, juste il fait froid, alors du coup, c'est froid. C'est des copains d'Allègre, alors ils ne sont pas au courant que ça va se réchauffer de toute façon. Mais donc, on a creusé un immense frigo et on y met toute la diversité des semences de la planète. Mais bien sûr, c'est fait dans l'esprit créationniste dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que moi, j'ai mis longtemps à vous préparer à ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est-à-dire que pour représenter une variété, on va vous mettre un petit sachet de graines ridicule. Hein. Mais les variétés traditionnelles, elles ont de la diversité à l'intérieur. Un petit sachet de graines, c'est rien du tout par rapport à la variété qu'il y avait dehors. Mais tant qu'il y a un nom, on est tranquille. La diversité est sauvée. Alors, moi, je connaissais quelques banques de graines. Il y en a une, le CIMIT pour le maïs au Mexique, il y a l'IRI en Asie. Et je sais que c'est un énorme travail de maintenir une banque de graines, même si je trouve que ce n'est pas très efficace. Au moins, c'est un travail parce que tous les 10 ans à peu près, il faut ressortir les graines, il faut les semer, puis il faut les faire pousser, et puis récolter des graines. Alors déjà là, on perd de la diversité au fur et à mesure qu'on fait ça, en plus ça se contamine un peu, etc. Mais enfin bon, c'est beaucoup de travail. Et je me suis dit, s'ils mettent toutes les variétés de la planète là, comment ils vont faire quand il va falloir faire pousser les bananiers pour ressortir des graines? Eh bien, j'ai eu la réponse, ils ne vont pas le faire. Voilà. C'est les pays d'origine des graines qui sont censés le faire. Vous pensez que les pays du tiers-monde vont avoir les moyens de faire ça? C'est ça le plus cher, en fait, hein, de régénérer le pouvoir germinatif des graines. Donc ça ne sera pas fait. Donc ce qu'il va y avoir dans cet immense frigo, c'est génial, c'est un ensemble de graines mortes. Une représentation incomplète de la diversité des plantes cultivées sous forme de graines mortes. Voilà ce qui va sauver la planète. C'est intéressant parce que quand on se demande mais pourquoi ils font ça, quoi. Mes étudiants de Sciences Po me l'ont demandé plusieurs fois, et alors je leur ai demandé leur avis, ils m'ont dit bah, la PDG de l'INRA, une personne tout à fait sensée, elle ne l'est plus maintenant, mais il n'y a pas longtemps, nous dit que c'est juste de la poudre aux yeux pour rassurer les gens, mais qu'évidemment ça ne sert à rien. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça, je pense que c'est encore plus grave en quelque sorte. Je pense que dans cette vision prométhéenne du monde, qui est celle des gens qui ont fait ça, eh bien, oui, certes, ces graines vont être mortes, mais on va faire des progrès en biologie synthétique, on les ressuscitera. Hein. Voilà l'idée. Hein. Et en plus, ça tombe bien, parce que qui sait ressusciter les graines mortes? Mais justement, les entreprises de biotech, celles qui mettent les graines dans le frigo, donc voilà, ça marche, quoi. Je pense que nous, scientifiques, ne devrions pas laisser faire ça. Je pense que nous, scientifiques, devrions dire que Svalbard, c'est des technologies du XXIe siècle au service d'une science du XVIIIe. Une science fixiste, une science qui voit la diversité comme un paquet de graines comme ça, immuable. Une science qui dit qu'elle va mettre la biodiversité au frigo, parce qu'elle n'a pas compris que la biodiversité, c'était quelque chose de dynamique. Alors je pense que c'est à nous de réagir, sinon je crains que le futur de l'agriculture ne comporte d'extrêmement grosses catastrophes. Et donc, à nous de nous souvenir que si les choses ne sont pas dynamiques, si on a un équilibre dynamique et qu'on l'arrête d'un coup, eh ben, on risque de se faire mal, qu'on ferait mieux de le conserver plutôt que de décider de tout arrêter. Merci. Bien, merci beaucoup Pierre-Henri. Je vous propose de passer aux questions. Personne n'ose. Bonjour. Allô ?
Merci. Je me demandais, enfin, je fais un peu de provocation, hein, si les OGM, c'est pas finalement une façon de régénérer la diversité de façon contrôlée. Je pense que c'est effectivement l'idée qu'ont les gens qui font ça. Simplement, je suis évolutionniste, je travaille sur ces questions depuis des années. Je voudrais vous dire que le fait de bouger 3 gènes ou même 15 d'une espèce à l'autre de façon violente, je ne crois pas du tout que ça soit comparable avec ce que peut faire le travail de la sélection naturelle sur des centaines de millions d'individus en sélectionnant constamment des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, etc. Donc je pense que c'est un leurre. Je pense que c'est une surévaluation de nos capacités. De même d'ailleurs qu'il y a eu une surévaluation très nette de nos capacités quand on nous a dit qu'on allait fabriquer des plantes qui résistaient à la sécheresse. On nous a dit, vous allez voir, les prochains, là, ils résistent à la sécheresse et puis on les attend toujours. Donc je crois que nous ne sommes absolument pas capables de faire par notre ingénierie ce que fait la sélection dans son ensemble. Ça me rappelle, dans le même ordre d'idées, il y a des gens qui disent que puisqu'il y a un réchauffement climatique, on va régler le problème en allant mettre des poussières dans l'atmosphère qui rejettent les rayons solaires de manière à compenser. C'est-à-dire qu'on croit qu'une connerie technique peut compenser une autre connerie technique, mais non, il faudrait peut-être arrêter à un moment. On n'est absolument pas capable de gérer les choses à cette échelle-là. On n'en a pas les compétences. Et le fait que des gens qui travaillent sur des paillasses prétendent en connaître assez pour agir sur un ensemble d'espèces et la diversité à cette échelle-là, c'est vraiment un abus de pouvoir. Alors, les gens qui connaissent un petit peu ce que c'est que la diversité biologique à l'échelle des espèces, à l'échelle des écosystèmes, sont tous absolument convaincus qu'on ne sait absolument pas faire ça, gérer la diversité avec de la transgénèse. Si tu me permets de compléter, par rapport à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, il y a quelque chose que les semenciers peuvent pas faire ou très très difficilement, c'est mettre les semences dans des conditions écologiques très variables. Or, quand on cultive des semences dans plein de contrées différentes, en fait, il y a de la sélection qui s'exerce, qui n'est pas une sélection volontaire, qui est une sélection faite simplement par les paramètres biotiques, c'est-à-dire les êtres vivants qui vont coévoluer avec les espèces, et puis les paramètres abiotiques, le climat et les sols notamment. Donc en fait, il va y avoir des conditions écologiques simplement liées au déplacement et à la culture des variétés dans différentes conditions qui sont extrêmement difficiles à reproduire pour une société qui, elle, va avoir un pool et des conditions de sélection qui va être beaucoup moins variées que ce qu'on pourrait avoir avec une variation géographique. Il y avait une question. Oui. Si l'agriculture est tellement problématique à l'heure actuelle, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement changer de méthode de production alimentaire? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, vous pouvez... Si jamais l'agriculture est un tel problème à l'heure actuelle pour la planète, pour la pollution et pour la biodiversité des espèces, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement changer de méthode pour nourrir l'humanité? Le problème, c'est qu'il y a, vous savez, bien sûr, je pense qu'il y aurait plein de choses à changer, et je pense qu'on va les changer. Mais ça prend un temps extrêmement long. Ça prend un temps extrêmement long, d'abord parce qu'on a appris aux gens à faire d'une certaine façon, puis leur dire de faire autrement, c'est compliqué. Et c'est vrai à l'échelle des agriculteurs, mais c'est presque, je dirais, encore plus vrai à l'échelle des organismes de recherche, par exemple. L'INRA affirme qu'une de ses préoccupations majeures, maintenant, ça va être l'agroécologie. C'est super. Mais les chercheurs de l'INRA en génétique ne sont pas, pour 99,99% d'entre eux, du tout des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Donc la recherche, par exemple, d'une sélection de plantes qui maintiendrait la diversité, d'une sélection participative, qui travaillerait avec les agriculteurs et qui permettrait de fabriquer les semences qu'il faut pour faire une agriculture écologiquement intensive, et ben cette recherche-là, elle est quasiment pas faite. Et on ne peut pas reprocher à des gens qui ont été embauchés pour étudier le génome des plantes et améliorer les plantes en changeant leur génome, de ne pas savoir faire ça. Je veux dire que ce n'est pas le même métier. Donc vous voyez, réorienter les recherches, c'est énorme comme problème. Et évidemment, c'est très important parce qu'on ne développera pas de l'agroécologie sans faire de recherche. L'agroécologie, c'est une démarche qui demande beaucoup d'intelligence. Marc Dufibier dit souvent que c'est une agriculture savante. Il va s'agir de cultiver plusieurs espèces dans le même champ en faisant qu'elles s'entraident, etc. Et donc utiliser vraiment les caractéristiques des milieux naturels et de l'écologie pour faire une production
Il ne s'agit pas de revenir à l'agriculture du 19e siècle. Hein. Il faut faire une production massive, mais écologiquement intensive. Et ça demanderait beaucoup de recherche, et actuellement, on n'est pas capable de le faire. Donc j'espère qu'on le fera, mais ça va prendre du temps. Je n'ai pas été convaincu par ton argument relativement aux poursuites des gens qui cultiveraient des plantes qui auraient été contaminées accidentellement par des gènes, par des transgènes. Je ne vois pas que le monde politique puisse accepter ce genre de pression de la part d'une société privée. Mais c'est ce qui s'est fait avec Percy Schmeiser, c'est ce qui est arrivé avec Percy Schmeiser. Oui, c'est arrivé, c'est un cas sans doute exceptionnel, mais ça, je vois pas ça excusez-moi, je ne vois pas ça se généraliser dans l'ensemble de l'agriculture. Moi, il y a des étudiants de l'agro qui ont fait un travail personnel sur ce sujet récemment. Et ça a été intéressant parce que quand ils ont été voir les responsables de Monsanto, les responsables leur ont dit « Ah, mais écoutez, on est quand même plutôt sympa, on tolère 1% de contamination chez les agriculteurs. » Ils tolèrent 1%. Moi, d'abord, je ne vois pas en quoi c'est à Monsanto de tolérer. Ça devrait effectivement être légal. Et ils ne devraient pas avoir le droit d'attaquer les agriculteurs contaminés de façon non intentionnelle. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que les entreprises de semences refusent d'employer le mot contamination. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ils veulent absolument appeler ça de la présence fortuite. Hein. Et c'est génial parce que non, c'est pas fortuit. Je leur dis, moi, depuis des années que ça va arriver. Donc ce fortuit, ça veut dire qu'ils ne savaient pas que ça allait arriver. On sait que ça va arriver et on sait que ça va arriver à des taux relativement élevés. Or, effectivement, actuellement, tout le monde se focalise je garantis, sur le 0,9% de contamination au-dessus duquel il est admis que l'agriculteur aura des ennuis. Il aura déjà des ennuis parce qu'il devra afficher que ses graines sont transgéniques. Rien que ça ne sera pas rien si c'est un bio. Hein. Et en plus, effectivement, moi, pour le moment, j'entends Monsanto dire qu'au-dessus de 1%, ils attaquent. Je peux faire. Moi, j'ai une question, mais je vais juste faire un petit complément au monsieur qui disait que ce n'était pas déjà le cas. Je suis apicultrice, je travaille pour des syndicats apicoles, nationaux et même régionaux en Ile-de-France. Faut savoir que avant même qu'il y ait des expérimentations de maïs OGM de plein champ, notamment en Languedoc-Roussillon il y a quelques années, l'État commençait à nous inciter à un étiquetage à moins 0,9% d'OGM dans nos miels, alors qu'on n'en avait pas encore dans les champs. Donc en fait, la réglementation était déjà en préparation sur les étiquetages avant même que nous, on subisse ça. Secondo, les apiculteurs qui ont effectivement été se mettre à côté des champs pour bien vérifier qu'ils avaient la contamination et que donc leur miel était impropre à la consommation, ça a juste prouvé que oui, c'était impropre à la consommation. Je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Autriche. Faut quand même savoir qu'il y a 2 ans, il y a un apiculteur, parce que là, ils ont fait des étendues d'OGM assez importants en conventionnel. Il y a un apiculteur qui s'est retrouvé avec tout son miel, son lot de miel contaminé à plus de 1%. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, écoutez, vous n'avez plus à vous mettre dans cette zone, vous n'avez pas le droit d'écouler votre produit puisqu'il y a plus de 1% d'OGM dedans. Il a dû le jeter, il n'y avait aucune indemnité pour lui. À tel point que je ne sais plus quelle est la ville qui a décidé de faire une zone anti-OGM symbolique devant son Parlement pour simplement indiquer que ce n'était pas possible qu'on vit dans un monde où on pénalise quelqu'un qui n'a rien demandé, qui se retrouve contaminé. Donc je pense que le problème, il est majeur, il est déjà depuis plusieurs années et ce n'est pas un épiphénomène, ça va être de pire en pire. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec ta réaction. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas tolérer ça. Hein. Je suis d'accord. Ce que je souhaite, c'est qu'un jour ou l'autre, la communauté scientifique, dans son ensemble, dise nous ne voulons plus que des brevets sur les génomes soient susceptibles de retirer la propriété d'un organisme à un individu. Voilà. Et ça... Moi, je pense qu'on peut ne pas être d'accord sur est-ce que ça va être utile ou pas de faire des OGM, etc., etc. Mais sur ce plan-là, je trouve que la communauté scientifique devrait se rassembler et ça lui donnerait une très grande respectabilité, je pense, vis-à-vis de toute une série de gens qui se battent, comme cette dame vient de nous le dire, dans cette situation. Donc j'appelle de mes voeux un sursaut de la communauté scientifique sur ce plan-là auprès des politiques en disant maintenant il faut arrêter cette folie du brevet sur les génomes. J'avais juste une question en complément qui était...
Oui, c'est une question. Vous parlez de l'INRA à 99,99% qui sait pas ce que c'est que l'agroécologie, ils veulent se lancer dedans. Bon, il y avait qu'à voir le salon de l'agriculture, ce qu'ils développent. Ils développent toujours dans le conventionnel. C'est plus porteur, économiquement plus intéressant. On va dire qu'ils ne travaillent pas forcément qu'à l'amélioration agronomique. Ils travaillent aussi à constater qu'il y a plein de problèmes, mais ils ne cherchent pas trop à les résoudre. Accessoirement, je trouve que les botanistes, les chercheurs ou les botanistes, notamment au muséum, sont pas très habitués peut-être à avoir une pratique de terrain pour aider. Ils n'ont pas un travail d'agronome, mais c'est vrai qu'on les a souvent en lien sur le terrain. Et je trouve qu'il faudrait qu'ils sortent peut-être, venir voir un peu la population civile, entre guillemets, un peu plus souvent. Parce qu'en général, on a des échanges qui sont très fructueux avec eux. Et c'est vrai que c'est un peu un regret, même si à la base, ce n'est pas forcément leur métier, on va dire. Voilà. Pour ce qui concerne l'INRA, je voudrais que vous compreniez bien que l'INRA, comme n'importe quel organisme de recherche d'ailleurs, comme le muséum, n'est pas monolithique. Ça fait des années qu'il y a quand même un truc qui s'appelle le SAD à l'INRA, qui est le système agraire et développement, et qui est un département dans lequel vraiment les gens cherchent depuis longtemps à favoriser des démarches qui ne sont pas strictement d'agriculture productiviste. Et même dans le département de génétique et amélioration des plantes, il y a des gens comme Isabelle Goldrager qui ont développé des recherches participatives avec des paysans pour mettre en œuvre des systèmes de sélection, comme on vient d'en dire. Donc ça existe. Maintenant, il s'agirait de le favoriser. Ça reste très petit par rapport au reste. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. On ne réoriente pas un organisme de recherche d'un coup comme ça. On va encore prendre une ou deux questions. Il faut que ce soit des questions et pas des commentaires. Hein. Ça peut être... Bon, d'abord, bravo Pierre-Henri pour ton plaidoyer pour la gestion dynamique des ressources génétiques. Bon, tu te bases quand même sur une argumentation de perte de diversité. Puisqu'on a parlé c'est un colloque sur les domestications, je soulignerai quand même que dans cette perte de diversité génétique pour les principales espèces cultivées, la perte principale s'est faite, le goulot d'étranglement est au moment de la domestication elle-même. On chiffre une moyenne de 30% de perte de diversité, c'est pas négligeable. Pour le blé, c'est entre 60 et 80% de la diversité qui s'est perdue sur le millénaire correspondant à la domestication. Après, il y a eu une perte un peu continue avec, tu dis que tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes, je ne suis absolument pas d'accord. Il y a eu quand même une certaine homogénéisation des populations et tout ça. C'est vrai que quand on est passé des populations aux variétés à base étroite au début du XXe siècle, pour le blé, et j'allais dire au milieu du XXe siècle pour le maïs, on a perdu encore 10-15%. Les études montrent que c'est 10-15% de perte de variabilité. D'accord, on a perdu. Mais tu mets en cause un peu l'organisation de la sélection. Moi, je vois que depuis que le métier de sélectionneur, la sélection dirigée avec des entreprises privées ou publiques, d'ailleurs, ça ne change rien. En Chine, il s'est passé la même chose. Depuis que cette sélection dirigée s'est développée, c'est-à-dire entre 1930 et 2010, les études précises avec des indices de diversité génétique que tu connais bien, qui ont été réalisés, ne montrent pas une perte de diversité génétique. Alors moi où je te rejoins quand même, c'est que il y a un risque de diminution, effectivement, de cette diversité génétique. Et le risque, il est avec une perte de diversité des établissements de sélection. Donc j'aurais tendance à dire que si on veut maintenir la diversité des variétés à la disposition des agriculteurs, il faut commencer dans le système économique que l'on a, parce qu'on peut rêver d'un autre système économique, mais dans le système économique que l'on a, il faut favoriser la diversité des sélectionneurs. Et si on favorise la diversité des sélectionneurs, on aura une diversité des variétés qui existe vraiment actuellement, j'insiste. Il n'y a jamais eu autant de diversité de variétés à la disposition des agriculteurs. Alors, bon, je pense qu'on est d'accord sur le fond. Effectivement, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faudrait conserver autant qu'on peut tous les petits sélectionneurs et surtout pas laisser les gros manger les petits. Sauf que dans le système économique, comme tu dis, c'est pas si facile que ça. Pour ce qui concerne la diversité, le malheur, c'est qu'on sait chiffrer une diversité neutre, mais que chiffrer une diversité non neutre et mesurer l'importance
de la sélection multilocale qui a été réalisée pendant toute la période du néolithique au début du XXe siècle, c'est pas très facile. Moi, ce que je trouve curieux, c'est qu'au milieu du XXe siècle, il y avait, enfin, dans les années 70, hein, quand on était à l'agro, il n'y avait pas de doute, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il y avait de la baisse de diversité. Tout le monde parlait de l'érosion des ressources génétiques. Et puis du jour où les entreprises de sélection ont commencé à considérer qu'elles étaient un petit peu mises en danger par ce discours, du coup, on s'est mis à le nier. Moi, quand on dit qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de diversité offerte, là, je ne peux pas être d'accord. Il y a un grand nombre de noms de variétés. Le problème, c'est que, comme actuellement, dès qu'on change un gène, on change le nom de la variété, et qu'en plus, donc, tous ces noms de variétés sont tous des variétés homogènes, alors qu'il y a presque plus de population, eh bien, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a plus de diversité aujourd'hui. Mais... Pour conserver les ressources génétiques. Je pense qu'en termes de diversité génétique utile chez les plantes, cette diversité à la disposition de l'agriculteur va augmenter. À la limite... Et parce qu'on divise en groupes. Tu sais bien que pour conserver la diversité génétique, il faut diviser. Oui, alors ça, c'est un problème, parce que... Non, mais attends, oui, il faut... on a des variétés précoces, des variétés tardives, des variétés productives, des variétés moins productives, riches en huile, prends la diversité des fruits, des pommes, tout ça, ne veut pas dire que la diversité des pommes a diminué. Ah ben, bon. C'est le consommateur qui est responsable à ce moment-là. Non, mais ceci dit, bon, au fond, à la limite, le constat d'aujourd'hui par rapport à il y a 100 ans, ça vaut la peine de le travailler. Et tu sais qu'il y a quelques travaux en cours, etc. Là-dessus, les travaux de Bonneuil et compagnie qui donnent des résultats qui sont parfois un peu contradictoires. Mais ceci dit, le point essentiel, c'est qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'il faut maintenir à partir de maintenant, faire tout ce qu'on peut pour remettre en œuvre des systèmes qui produisent de la diversité dans les semences, contrairement à ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est ça l'essentiel. Excusez-moi, on vous a pas... Oui, mais vous êtes 4 à lever la main en même temps et il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main avant vous. Excusez-moi. Bonjour, je reprends la parole. Puisqu'il y a une espèce de dérive naturelle des espèces et qu'on ne peut pas vraiment fixer une espèce à un moment, enfin, dans la durée, est-ce que finalement ce principe de brevet ne va pas tomber par lui-même? C'est-à-dire que même les semenciers ne peuvent pas maintenir une variété qu'ils ont brevetée puisqu'elle va évoluer. Ah, mais ça, je suis bien sûr. De toute façon, le brevet, il vaut que 30 ans le brevet, hein, rassurez-vous. Sauf qu'en en remettant un tous les 10 ans, ça marche hein, quand même. Malheureusement, on ne va pas pouvoir... Plus ça va, plus il y a de mains qui se lèvent. Même si j'ai des opinions sur tout ça, je vais aller à une autre histoire. Pierre-Henri a appelé une certaine attitude une attitude religieuse. Et je pense, il a raison, mais je pense que c'est plus profond que ça. Je pense qu'il y a une attitude qu'on peut appeler essentialiste, qui est presque précédent à la religion. C'est presque la même chose de la difficulté de raisonner en termes statistiques. C'est une nécessité d'avoir que peut-être ça vient de notre évolution primaire, une nécessité d'avoir une classification cohérente du monde. Hein? Je pense qu'on peut faire une comparaison intéressante, comparer la classification des espèces avec les interdits alimentaires des juifs orthodoxes. Qu'est-ce que c'est les interdits alimentaires des juifs orthodoxes, sinon une classification du monde? Alors, c'est là. Et je trouve que les problèmes de cette attitude, c'est notre attitude classificatoire, et je pense que peut-être la religion utilise une attitude classificatoire précédente, et je ne vais pas dire dans notre patrimoine génétique, parce que comme généticien, je n'oserais jamais dire une chose comme ça, mais presque, je suis presque là. Oui. Tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. J'arrive. Oui, il y avait des personnes avant vous. Là, il y a on est d'accord un peu sur le diagnostic, mais il y a une autre dimension qui dépasse un peu la dimension de la prise de conscience scientifique, puisque là, il s'agit d'affaires de sous, donc d'économie et de politique pas nationale, mais à l'échelle mondiale, internationale. Donc,
Vous parlez de voies de sortie qui seraient un peu l'agroécologie, mais pour les pays du tiers-monde où on est dans une autre phase, dans une phase où on est en train de déstructurer l'agriculture traditionnelle, donc où il y a la diversité, donc on parle d'agro-écosystème traditionnel avec une diversité et qui est en harmonie au-delà de la diversité agricole, donc avec la diversité, conservation de la diversité totale. Mais là, on est en train complètement de déstructurer ça parce qu'il y a aussi des raisons donc, qui sont valables sur le plan politique. Il faut nourrir, il faut donc s'adapter au niveau économique. Et en plus, les États ne sont pas souverains de leur politique en matière agricole, puisque c'est dicté surtout pour le tiers-monde, par les instances internationales comme la Banque mondiale, le FMI, FAO et tout ça. Donc c'est un peu c'est eux qui concoctent un peu la diversité. Donc là, c'est pour ça, enfin ma question c'est qu'est-ce qu'on peut faire à cette dimension-là? Moi je pense que le problème c'est qu'effectivement, alors je voudrais vous dire deux choses. La première c'est que le problème de la quantité totale de production est un vrai problème et qu'il faut fabriquer une agriculture qui soit productive. Mais nous avons besoin d'une agriculture productive à l'unité de surface, beaucoup plus qu'à l'unité de temps. Ça, je pense que c'est un des problèmes de l'agriculture dite conventionnelle, disons productiviste actuelle, c'est qu'elle est plus productiviste par heure de travail que par hectare. Et évidemment, si une agroécologie bien faite permettait, en employant plus de monde sur la terre, de produire plus à l'hectare, eh bien, ça serait tout bénéfice. Ça serait tout bénéfice de deux façons. D'abord parce qu'on ferait quelque chose de plus durable, enfin de plusieurs façons même. Et ensuite parce que comme on augmenterait la quantité de travail nécessaire, eh bien, on réduirait un petit peu le nombre de gens qui n'ont pas de travail. Il est clair que si on essaye d'imaginer le monde dans quelques années, ce qui va manquer, ça va être des hectares, ça ne sera pas le travail. Les gens, il y en aura largement assez. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire que les slogans du genre en 2050 on sera 9 milliards, il faut produire plus pour nourrir tout le monde, sont des slogans qui ne sont pas sérieux si jamais on se contente de ça. Pourquoi? Eh bien, pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, nous produisons assez pour toute la planète. Et il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas assez à manger et qui sont en bord de mourir de faim. Donc, ça veut dire que la quantité totale de nourriture n'est pas du tout suffisante pour vous dire si vous pouvez nourrir tout le monde. Ce qui va jouer en plus de la quantité totale, c'est l'inégalité des richesses. Si, pour produire plus, je ne suis pas sûr que les OGM permettent de produire plus ou que l'agriculture industrielle permette de produire plus réellement à l'échelle de la planète, mais admettons même qu'elle le fasse. Si elle le fait au prix d'une augmentation des inégalités, alors on aura beau produire plus, il y aura encore plus de gens qui mourront de faim. Donc, je suis intéressé à une agriculture productive à condition qu'elle ne réduise les inégalités et pas qu'elle les augmente. Et c'est pour ça que je pense que l'agroécologie est quasiment la seule solution qu'on ait à l'heure actuelle. On va prendre une dernière question. Non, je voudrais répondre là au monsieur. Quand Monsanto brevette du vivant, ça lui a coûté de l'argent. Bon, il met le produit qui fonctionne avec ce brevet sur le marché, il veut récupérer sa mise, donc il veut récupérer son argent. Et si quelqu'un en profite dans son dos, même si c'est de la pollution, il veut récupérer son argent. Donc il fera systématiquement des procès. C'est stratégique, c'est dans la stratégie de l'entreprise. Et ensuite, on nous a parlé de pollution fortuite. C'est la même chose qu'autrefois. Moi, je regarde des documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. On parle de massacres de civils. Maintenant, on appelle ça des dommages collatéraux. Eh bien, avec les semences, c'est exactement la même chose.